Donc, bonjour à tous, bienvenue sur les Initiates Online pour cette session FinOps dans le cloud, par où commencer. Je m'appelle Flavien Lecornier, je suis responsable commercial au sein du secteur public chez AWS, des entreprises publiques, des ministères et du tissu associatif. Et j'ai la chance d'avoir Martin avec moi aujourd'hui. Bonjour Martin. Bonjour Flavien. Est-ce que tu peux te présenter Martin? Avec plaisir. Donc moi je suis FinOps chez eVoyageurs SNCF. eVoyageurs SNCF est la société, une des filiales de la SNCF qui est en charge du développement du site Oui SNCF, de l'assistant SNCF, du TGV Pro Indy. Je pourrais en citer beaucoup. On a environ 350 applications qu'on développe et qu'on maintient. Super. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui Martin. Merci d'avoir invité. Donc on a un agenda qui est assez simple, on a seulement 20 minutes, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va revenir un petit peu sur la théorie pour comprendre quels sont les différents axes d'économie dans le cloud. Et ensuite, on passera du temps avec Martin pour qu'il nous explique comment il voit son métier de FinOps chez Voyageurs et quelles sont les différentes bonnes pratiques qu'ils ont pu mettre en place. Donc, quels sont les différents axes d'économie dans le cloud AWS? Alors, pour les plus débutants d'entre nous, déjà quelques grands principes des coûts sur AWS. Le premier, c'est le paiement à la demande. L'avantage du cloud, c'est que vous ne payez uniquement que pour ce que vous consommez. Et ça rejoint le deuxième principe, c'est que vous ne payez pas upfront. Donc, vous n'avez pas besoin d'investir et de éventuellement surprovisionner ou sous-provisionner des infrastructures. Vous allez avoir la capacité de payer uniquement que pour ce que vous consommez. Le troisième point important, c'est qu'il y a une réelle transparence des coûts, à la fois car nos prix sont publics, ils sont les mêmes que vous soyez une startup, que vous soyez une entreprise du CAC 40 ou un organisme public. Et le cloud vous permet également d'avoir une visibilité extrêmement fine sur le coût de vos différentes applications, le coût de vos environnements, qui est parfois, on le sait, compliqué à faire sur des infrastructures plus traditionnelles. Le quatrième aspect, c'est la capacité de profiter des économies d'échelle d'AWS. Plus on grandit, plus on fait bénéficier à nos clients des réductions de prix. En fait, on est constamment en train d'essayer d'améliorer notre efficience opérationnelle. Et dès qu'on peut, on retraduit ça sous forme de baisse de prix pour nos clients. Depuis 2006, on a déjà baissé nos prix à 107 reprises. Donc, une fois qu'on a compris ces grands principes de coût, on va regarder quels sont les axes, je veux dire, à regarder en priorité pour faire des économies dans le cloud. Je me suis permis de citer ici Hugues Gendre, le DSI du CPA, qui dit une phrase que j'adore. C'est le meilleur moyen de faire des économies dans le cloud, mais c'est de ne pas utiliser les services. Et c'est le premier pilier. L'importance dans le cloud, c'est de bénéficier de l'élasticité du cloud, sinon il ne rend pas ses promesses. Il y a deux grands principes, celui de right sizing et de l'instance scheduler. L'idée ici, c'est que vous avez une grande famille, vous avez beaucoup de tailles d'instances différentes quand vous allez sur AWS. Il faut absolument prendre les bonnes machines de la bonne taille pour votre besoin par rapport à votre utilisation et profiter de la capacité de pouvoir éteindre les environnements, que ce soit le soir ou le week-end, pour s'adapter à la consommation de vos applications. Le deuxième point important, c'est la capacité de s'engager. On a des mécanismes qui s'appellent instance réservée ou saving plan. On reviendra plus tard dessus avec Martin. Vous pouvez vous engager sur 12 ou 36 mois lorsque vous avez des environnements qui tournent à plus de 70 ou 80% de leur du temps. Ça a un vrai intérêt et ça peut permettre d'économiser jusqu'à 75% par rapport au prix public. Le troisième point, c'est l'utilisation de services managés. Un service managé, c'est quoi? Ce sont des services sur lesquels AWS gère complètement la couche infrastructure. Il faut les hautement optimiser, ça permet frontalement de faire des économies. Mais surtout en parallèle, ce qui est plus difficile à quantifier, c'est que quand on utilise des services managés, nos équipes vont passer moins de temps sur des tâches à faible valeur ajoutée. Donc elles vont pouvoir se concentrer sur de l'innovation. Du coup, ça rend les équipes beaucoup plus agiles, ça augmente la productivité. Et mécaniquement également, comme nous gérons la couche infrastructure, vous allez aussi constater une amélioration dans la résilience opérationnelle de vos applications en utilisant ce type de service-là. Et le dernier point, je ne rentrerai pas dans le détail là parce qu'on manque de temps, mais il existe différents programmes d'accompagnement chez AWS qui peuvent vous permettre de faire des économies marginales. On reviendra aussi également sur l'exemple du voyageur. Mais je vous invite à prendre contact avec vos account managers si vous voulez creuser ce point. Du coup, tout ça, ça amène une certaine complexité. Et on a vu apparaître depuis quelques années maintenant un nouveau métier, celui de FinOps,
Et du coup, on a la chance d'avoir Martin pour nous expliquer comment e-voyageurs aujourd'hui utilisent ce rôle de FinOps. Euh, du coup, Martin, première question pour toi. Je t'ai présenté rapidement. Est-ce que Ouais. tu peux nous expliquer comment aujourd'hui e-voyageurs utilisent le cloud et le cloud AWS? Alors, chez eVoyageur, le cloud, on l'utilise depuis le premier projet dessus, c'est aux alentours de 2014-2015. Là, c'était quelques projets. On a eu un deuxième un peu plus assez gros vers 2017-2018 et on avait quelques projets. Donc, on peut voir ça comme un petit data center de plus. On a pris la décision courant 2020 en fait de basculer l'intégralité de notre infrastructure historiquement on-premise sur deux data centers chez AWS en région parisienne. On a un périmètre qui a grandi, qui s'est multiplié plusieurs fois depuis 2020 où on a commencé la migration, avec comme objectif d'avoir tout migré d'ici la fin de l'année 2021. Super. Alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment toi tu définis ton rôle de FinOps? Alors le rôle de FinOps, il y a plusieurs composantes. Le premier est celui sur lequel on m'a attendu au début, quand j'ai commencé il y a 2 ans et demi, c'est de traduire la facture Amazon, qui, si elle est très fine et transparente, comme l'a dit Flavien, elle est aussi très dense. Nous, on a actuellement plus de 200 pages chaque mois de PDF de factures à comprendre, à reventiler. Donc le premier exercice, c'était de dire bah, tel projet consomme ci, tel projet consomme ça, telle équipe consomme ça, identifier quels sont les coûts transverses, pouvoir aussi dire à nos clients bah, combien ça a coûté leur infrastructure. Et c'est la première pierre pour derrière aussi identifier les axes d'amélioration et d'optimisation. Ensuite, il y a eu tout un panel sur bah, l'accompagnement des équipes, comprendre les coûts chez AWS, comment ça marche. Un service manager, c'est bien, mais si on l'utilise mal, on peut payer plus cher. Donc, il y a une complexité aussi dans AWS et c'est vraiment un travail à part entière de comprendre comment c'est facturé pour voir si ça répond réellement aux besoins. Il peut y avoir des fois où le service manager est utile et des fois où ça va être contre-productif. Après, il y a tout un travail d'optimisation de l'infrastructure, accompagner les équipes, identifier des axes d'amélioration, fournir des suivis de lecture pour dire bah là je consomme trop, je pourrais améliorer, ah bah là si je faisais ça je paierais moins. Et ce qui en découle, c'est aussi les optimisations au niveau de l'organisation. Tu parlais tout à l'heure des savings plans, des instances réservées. On peut y penser au niveau d'un projet. Moi, je dois carrément y penser au niveau de l'organisation tout entière. Quand je fais des savings plans, c'est pas pour un projet, c'est pour l'intégralité de notre consommation de C2, par exemple. Je dois regarder comment je m'engage sur un an, sur 3 ans, un mix des deux. Est-ce que je laisse une partie tranquille? Quel risque je prends? Voilà. Ça, c'est des stratégies à définir et ça, on peut le faire avec les engagements, mais aussi avec, par exemple, les programmes d'accompagnement qu'on peut souscrire. Il y a l'Enterprise School Programme, il y a le Migration Acceleration Programme, il y a des programmes d'accompagnement à la formation, de migration plus spécialisée de base de données. Et tout ça, en fait, il y a un jeu d'identifier à quel moment c'est pertinent d'activer ou non ce programme pour engager une bascule. Okay. Du coup, rappelle-nous, ça fait combien de temps aujourd'hui que tu as ce rôle de FinOps chez Voyageur? C'est à peu près 2 ans et demi, j'ai commencé début 2019. D'accord. Et avec le recul, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé savoir? Oui, déjà, être FinOps, c'est pas juste aller voir une équipe technique et lui dire vous pourriez améliorer vos coûts. Il y a tout un travail de pédagogie autour, mais il y a aussi d'autres équipes avec qui on a affaire, notamment tout ce qui est contrôle de gestion, direction des achats. Et moi, quand j'ai commencé le rôle de FinOps, j'avoue que je n'avais même aucune idée de leur existence, parce que venant du monde plutôt du dev, c'est pas des gens à qui j'avais beaucoup affaire. Et je les ai rencontrés un peu dans la difficulté, c'est qu'on a fait un gros achat upfront de réservation, et puis il y a le contrôle de gestion qui vient nous voir plus tard en disant c'est quoi cette augmentation de la facture? C'était pas du tout prévu. Et en fait, alors on avait bien tout fait, on avait bien prévenu la direction qu'on allait faire un achat, tout le monde avait dit OK, mais en fait, on n'avait pas prévenu le contrôle de gestion. Et eux, ils ont levé une alerte en disant il y a un gros déplacement budgétaire. Et ce que ça traduit derrière, c'est qu'on ne peut pas juste faire ce genre d'achat, ce genre d'engagement significatif, on parle de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Il y a des instances un peu transverses, on appelle ça des fonctions leviers chez nous, qu'il faut prévenir, alerter, défendre le sujet devant eux et voir si ça vaut le coup. Et en fait, en soi, il n'y a pas de problème à faire des réservations. Mais est-ce qu'on doit faire le paiement upfront ou pas? Est-ce qu'il faut plutôt faire du upfront? Est-ce que les gains en valent la peine? Des choses comme ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il y a un gros travail pédagogique à faire à tous les niveaux, hein, que ce soit contrôle de gestion et achat, où il y a
où il y a vraiment une acculturation de ce que c'est que le cloud et l'infrastructure, où il faut leur expliquer un peu comment ça marche, parce que c'est souvent des gens qui ne sont pas issus d'un milieu technique. Donc, il faut les accompagner, comprendre comment ça marche, parce que derrière, eux doivent bien contrôler que ce qu'on fait, c'est pas n'importe quoi. Et s'ils ne comprennent pas, il y a des chances qu'ils disent non. Et après, il y a aussi au niveau simplement des équipes applicatives. Là, je disais qu'on est en train de faire une grosse migration dans le cloud. Il y a des gens, ils sont en train de changer complètement de paradigme opérationnel sur la gestion de leurs infrastructures, et d'un coup, on vient leur ajouter cette complexité de traiter les coûts. Il faut les, il faut les accompagner, les former à comprendre ces coûts et à les prendre en compte. Ça, c'est des choses que j'aurais bien aimé savoir avant, même si ça s'apprend. Et du coup, est-ce que tu aurais des conseils sur la meilleure façon de les accompagner et de les former sur ces sujets-là? Je pense que vraiment le premier morceau, c'est vraiment de la compréhension et de l'écoute. C'est la base de toute façon de n'importe quelle discussion. Il faut être capable de comprendre les réticences qu'une personne peut avoir à faire quelque chose. Ça peut être de l'incompréhension, d'un manque de connaissances. Ça peut aussi être que son point de vue se défend et que la meilleure solution n'est pas celle qu'on imagine. Il y a un gros travail d'écoute. Il faut comprendre aussi les coûts dans AWS. Chaque cas d'usage peut être différent et dans certains cas de figure, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, un service manager peut être pertinent et dans d'autres cas pas du tout. Et ça peut aussi être par rapport à des contraintes opérationnelles. Si je parle de notre migration, on ne fait pas tout de suite une migration sur des services maintenant managés parce qu'on a des contraintes de temps à respecter qui ne nous permettent pas. Après, il y a vraiment, j'en parlais aussi, tout ce plan d'accompagnement et de formation. L'équipe FinOps, on a monté une petite formation interne sur comprendre les outils de suivi des coûts, les meilleurs axes d'optimisation, essayer de convaincre un peu les équipes du bien fondé de faire du right sizing et de l'instance managée au travers d'exemples de petits ateliers pratiques. J'imagine que ça fait partie des bonnes pratiques que vous avez mis en place. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres bonnes pratiques qui ont été mises en place au niveau du voyageur? Après, c'est un peu la conséquence de basculer dans le cloud. On passe d'une infrastructure on-premise qui est vraiment dimensionnée pour tenir nos charges maximales, qui est active, on va dire, une dizaine de jours par an, un peu ou prou, à quelque chose dans le cloud très élastique. Donc, on doit mettre en place un ensemble de bonnes pratiques pour avoir une forme de sobriété numérique et n'utiliser que la bonne charge au bon moment, parce que sinon, potentiellement, on consomme 10 fois trop. Donc, concrètement. Donc il y a vraiment ce travail de sobriété, on va dire, de frugalité et de maîtrise de son infrastructure. Ça, c'est quelque chose vers lequel on va tendre progressivement. Tu parles de frugalité, effectivement. Je trouve que le FinOps est fortement lié aujourd'hui en fait à une consommation responsable au final des ressources IT. Quelle est la position du voyageur là-dessus? Comment vous voyez les choses? Chez nous, c'est un vrai enjeu, parce que un des leitmotifs de la migration, c'est vraiment de réduire nos coûts d'infrastructure. Il y en a d'autres, il y a l'amélioration du time to market, faciliter l'innovation parce que ça devient beaucoup plus facile de monter un POC. C'est une très très grosse machine. Auparavant, il fallait faire une demande d'achat, qu'elle soit validée, et si jamais le POC n'est pas concluant, qu'est-ce qu'on fait de l'achat? J'ai besoin d'une grosse machine de plusieurs, je sais pas moi, de plusieurs téras de stockage, de plusieurs pétas de stockage, parce que j'en sais, de beaucoup de processeurs et de RAM. Je clique sur un bouton, je monte la machine, ça tourne 2 heures, ça coûte 300 $ peut-être. Bon, le POC est concluant, on en fait quelque chose. Le POC est inconcluant. Bon, ça a coûté 300 $ et quelques heures de travail, on arrête. Ça, c'est vraiment, ça fait partie justement de ce qu'on espère pouvoir faire avec le cloud. Ok, super. Du coup, on va peut-être mettre tout ça en perspective. On voulait parler d'un cas concret. Je pense que l'assistant de mobilité SNCF est un bon exemple. C'est une application qu'on connaît tous, qu'on a tous au moins utilisé une fois dans notre vie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment vous avez fait pour optimiser votre coût d'infrastructure sur cette application? Alors, l'assistant de mobilité, je crois, notre application la plus ancienne sur le cloud. Ça a débuté en 2014-2015 sur AWS, c'est peut-être plus ancien que ça même. Et donc, tous les services présents aujourd'hui n'étaient pas forcément là à cette époque. Comme tous les projets, ça vieillit, il y a une dette technique qui s'accumule. Il a été décidé entre 2018 et 2019 de faire un lifting un peu de cette application, de la remettre un peu aux normes, d'optimiser les coûts, de passer sur des services plus élastiques, plus intelligents, on va dire.
Et donc, il y a eu un gros travail d'optimisation et pas seulement d'optimisation financière, mais aussi d'optimisation applicative, faciliter les déploiements, d'optimisation de sécurité, parce qu'il y avait des choses à remettre à niveau. Et donc, ça a été un très, très gros chantier engagé par l'équipe assistant. Et ça même, moi, ça a été engagé avant même que j'arrive en tant que FinOps dans l'entreprise. Et en parallèle, bah, il y avait quand même une facture qui était assez présente. Il y avait un gros travail il y avait un gros travail là-dessus, une grosse inquiétude sur la facture. Comment est-ce qu'on peut faire pour la réduire? Côté FinOps, on est arrivé avec des préconisations un peu en mode gain rapide, baisser rapidement des tailles d'instances sans infecter la production, faire des engagements un peu plus adaptés en termes de réservation d'instances. Préparer aussi des réservations d'instances. On avait des clusters élastiquage qui étaient surdimensionnés. On s'est dit, on va peut-être pas faire les réservations tout de suite, on va d'abord baisser la taille et ensuite faire des réservations. Donc avant même de faire 30-40% d'économie, on avait déjà divisé le prix du cluster par 4. Donc on a apporté un peu ce genre de gain rapide. Et là, on est début 2020. On a présenté une dizaine d'optimisations sur de la prod, du hard prod, pour économiser quelques milliers de dollars par mois. Et puis est arrivé le Covid, et avec le Covid, l'application d'un coup, elle a été beaucoup moins utilisée. Donc la charge en prod, la charge en prod a été divisée par, je sais pas, peut-être 10, 20, je ne me rends même pas compte. Et on s'est retrouvé avec beaucoup trop de machines. Donc ils ont grandement diminué le nombre de serveurs en production. Ils ont divisé la taille de la prod par deux, je crois. Et donc, on a vu les coûts complètement fondre, littéralement. Et ça, c'est l'équipe qui a pris ça, mais ça a été possible parce que c'est du cloud. Sur du on-prem, on aurait gardé le même nombre de serveurs, on aurait pu les étendre, on aurait peut-être vaguement baissé la facture d'électricité, mais ça aurait été négligeable. Là d'un coup, on a divisé la facture, en tout cas de la partie compute, par plus de deux, parce que bah, il y a les machines à payer en moins, il y a aussi du réseau qui n'existe plus, il y a du trafic qui n'existe plus, il y a des usages qui ne se font plus. Et pendant ce temps-là, l'équipe a continué son optimisation. Ils sont passés d'un mode un peu statique EC2 à de l'ECS Fargate. Donc on est passé de quelque chose d'assez on-prem, on va dire, même sur du cloud, à quelque chose de complètement cloud. Et là, ils ont grandement réduit leur coût. La facture a baissé de plus de 60%. Et ça, par contre, c'est un travail qui a été très long, qui s'est fait sur, je pense, 1 an et demi, 2 ans facilement. Ouais. Ok. Donc un gros investissement. Et merci beaucoup, Martin, en tout cas, pour ce retour d'expérience. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu souhaiterais ajouter pour aider notre audience à mieux comprendre le métier de finance? Peut-être même la chose la plus importante, le FinOps, c'est un métier de conseil et d'accompagnement, mais derrière, c'est vraiment les équipes qui réalisent l'optimisation. On l'a vu avec l'exemple de l'assistant. Le FinOps donne des idées, peut donner des orientations, définir des objectifs, mais à la fin, c'est bien les équipes applicatives qui réalisent les optimisations et c'est elles qui permettent quelque part d'améliorer les coûts, le time to market par leur travail. Ouais. Ça s'est vu sur l'assistant. On a apporté quelques idées d'optimisation, mais ils avaient aussi leur propre plan. Et l'idée, ça a plus été de comment est-ce qu'on fait tout. C'est très important C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe, ouais. Et de faire preuve d'humilité sur la réalisation d'économies. Ok. Ouais, merci beaucoup en tout cas, Martin. Pour l'audience, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Vous avez plein de sessions qui vous attendent. Merci. Et je vous dis à très vite. Au revoir.